à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des panélistes d'avoir répondu présents et présentes à notre invitation. Comme pour la première journée, alors quand je dis nous, ce n'est pas moi la première personne du pluriel, c'est l'équipe de l'OPI. Nous sommes fiers de la diversité disciplinaire qui est une nouvelle fois représentée aujourd'hui avec des interventions à venir en droit public, en informatique ou de personnes extérieures à l'université. Et c'est là véritablement la dynamique que nous souhaitions impulser avec Bernard Cherubini, de pouvoir rassembler des profils divers pour nourrir des échanges que nous espérons riches, à l'image de ceux tenus lors de la journée du 17 mai dernier. Donc avant de présenter rapidement l'Observatoire et de faire un bilan de cette première journée du 17 mai, je tiens à vous signaler que les vidéos YouTube des interventions sont toutes disponibles sur notre site internet ou directement sur YouTube sous forme de playlist versée sur la chaîne de l'OPI. Quelques mots sur les activités passées de l'Observatoire. Donc, Observatoire des politiques publiques en situation épidémique et post-épidémique, pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas très bien encore. Eh bien, le titre est assez transparent, éponyme même, puisque nous observons les dynamiques sociales qui entourent les épidémies. Puisque l'Observatoire a été monté pendant la pandémie de Covid-19 et parce que celle-ci continue de sévir, certes à bas bruit, c'est assez logiquement que nos activités scientifiques sont très majoritairement tournées vers cette maladie. Alors, l'OPI, qu'est-ce que c'est? Très rapidement. C'est un observatoire qui sert à produire des données scientifiques destinées à identifier la nature, les causes et les effets de la Covid sur les politiques publiques à 3 échelles: le local, le national et l'international. C'est également un travail qui se concentre sur l'après-Covid. Et là, nous sommes en plein dedans puisque la pandémie est devenue endémique. L'OMS a officiellement mis un terme à cette dernière il y a peu. Et il paraissait, il y a 2 jours, c'est très frais, donc le 20 juin, le livre « Face à la pandémie » qui regroupe tous les avis du Conseil scientifique sur la Covid entre 2020 et 2022, ce qui aurait tendance à démontrer la volonté de constituer un ouvrage pour la mémoire collective. Or, qui convoque la mémoire invoque le passé, donc les choses terminées. Pour nous allons donc chercher les leçons à tirer de la période épidémique et analyser les réorientations possibles des politiques publiques pour prévenir ou gérer les futures pandémies, puisque pour une large majorité de la Covid-19, tout ça, on considère que c'est dans le passé, dans le rétroviseur. Nous devons donc regarder dans l'avenir désormais, tout en prenant appui sur cette période visiblement révolue pour le plus grand nombre. De manière très concrète, l'Observatoire est organisé autour de 5 axes thématiques: les politiques sanitaires, les politiques de santé publique, la protection et la régulation des libertés publiques, droits individuels et droits fondamentaux, les questions de sécurité publique et de défense de l'État, et enfin, 5e, les politiques nouvelles. Notre journée s'inscrit dans au moins 2 des axes cités. La programmation scientifique, elle est purement le reflet de la composition des membres de l'Observatoire, une quarantaine de chercheurs et de chercheuses, qui relèvent de champs disciplinaires très variés, à l'image de la journée qui nous réunit. Le but est clair, c'est d'apporter un regard critique, constructif, novateur et pluridisciplinaire sur les questions épidémiques. Parmi ses membres, l'Observatoire est notamment fier de pouvoir compter sur des personnes extérieures à la France grâce au partenariat que nous avons su nouer. Cela est particulièrement démontré avec les derniers colloques que nous venons juste de faire, ou journées d'études, notamment un colloque en début juin à l'Université de La Réunion ou encore à l'Université Cluj-Napoca en Roumanie. Et vous pardonnerez ma formulation si elle est incorrecte puisque je ne parle pas roumain. Ces présentations étant faites, je vous transmets quelques actualités avant de revenir sur la journée du 17 mai qui constitue le point de départ de la journée d'aujourd'hui. Donc notamment, au cours du second semestre 2023, nous aurons en principe une journée d'études sur la gestion politique de la pandémie en Europe de l'Est. Et une autre journée d'études est en cours de réflexion, de préparation pour aborder les questions environnementales cette fois et la pandémie, ce qui n'a pas encore été traité. Début février,
paraissait le deuxième numéro des Cahiers de l'OPI, donc là, petit regard en arrière, sur la thématique de l'adaptation des pratiques professionnelles de soins et des réseaux de solidarité en temps de pandémie. Et d'ici quelques semaines, en principe, le troisième numéro des Cahiers sortira, toujours sur notre site, avec pour thématique la gestion transfrontalière de la pandémie et la contestation politique. Un quatrième numéro est en cours de préparation, ce sera pour la rentrée universitaire 2023 ou dans ces environnements. Mais notre toute dernière actualité, c'est justement la mise en ligne des interventions du premier volet de ces journées d'études sur les libertés numériques de la COVID-19, qui est intervenu lundi dernier, donc c'est très très frais. Cela me permet naturellement de faire le pont et le point sur les interventions passées, avant d'ouvrir vers les perspectives de ce second volet que vous allez construire collectivement pour les prochaines heures à venir. Donc le 17 mai, intervenaient Arnaud Billion, Johan Nabat, Cassandra Goni, Lauriane Vigne, Serge Chaumette et last but not least, encore moi. Sauf que la dernière fois, je faisais une intervention de fond et pas des propos introductifs. Mon intervention du 17 mai servait à mettre en lumière certains rapprochements historiques que nous pouvions faire avec d'autres épidémies, à titre principal la grippe espagnole, ou au contraire, mettre en exergue cette fois des dissemblances du fait de l'absence d'outils numériques, justement. Néanmoins, malgré des contextes radicalement différents, un déroulement de situations sanitaires aux antipodes, des gestions étatiques antithétiques, un élément commun a fait jour au milieu de cette nuée de dissimilarité. C'est l'oubli. Les épidémies ou pandémies semblent être intrinsèquement et consubstantiellement reliées par l'envie de la population et des gouvernements d'aller de l'avant, d'oublier, de tourner la page. Il est probable que ce phénomène soit identique dès lors que nous touchons des situations extrêmes, voire catastrophiques et traumatisantes. Arnaud Billion, pour sa part, est intervenu pour rationaliser ce que nous pouvons mettre derrière les mots IA, données, systèmes et autres dérivés. Il a posé des jalons de définition pour toutes ces notions en développant parfois des parallèles avec des représentations philosophiques du monde, la problématique des usages sémantiques, que ce soit dans les données ou l'utilisation des termes symboliques. Il a également proposé une désacralisation de l'IA et des modèles qui reposent sur cette appellation en nous rappelant, parce que cela est aujourd'hui nécessaire, que tout n'est que 0 et 1, du code, des machines, qui traitent des données et qui, en traitant des données, résolvent des 0 et des 1, justement. Enfin, il a posé quelques pistes réflexives sur l'IA Act discuté au niveau européen actuellement. Johan Nabat, quant à lui, a également repositionné le sujet dans sa dimension philosophique en partant de l'idée que le choix du traçage relevait en premier lieu de décisions optionnelles et théoriques. Après avoir passé en revue beaucoup des instruments techniques et technologiques qui ont été mobilisés par les pouvoirs publics durant l'épidémie de la COVID-19, il s'est très justement interrogé sur la notion de nécessité de ces outils. Or, la nécessité ne rime pas avec le possible ou l'impossible. La nécessité, mobilisée dans le langage vernaculaire, est une enveloppe sémantique vide, une forme d'obligation morale qui ne repose que sur une croyance commune que la chose est justement nécessaire. Or, en science, la notion de nécessité, elle est cette fois sémantiquement circonscrite. Il est parfois nécessaire que certains éléments concordent pour que le résultat advienne. Là serait la définition première de la nécessité. Ces autres usages seraient donc des mésusages servant à dissimuler des choses non nécessaires, mais à faire accepter, comme le traçage. Cassandra Goni a proposé une relecture des libertés fondamentales à l'aune de la situation épidémique. Ce faisant, elle a tiré une sonnette d'alarme que nombre de juristes connaissent et partagent. C'est l'accoutumance aux mesures liberticides qui, dans un premier temps, sont mises en place dans un cadre bien déterminé et une période bien balisée, mais finissent par être transposées dans le droit commun, sans susciter le moindre émoi. Elle a également passé en revue la capacité de la Constitution à s'adapter à l'ère du numérique, en regardant notamment la protection de la vie privée qui s'est construite par phases et strates successives et progressives dans la seconde moitié du XXe siècle. Le souci, en lien avec la thématique, tient à ce que les données personnelles ne sont pas directement visées par cette protection constitutionnelle de la vie privée et doivent se contenter d'une protection uniquement législative. En parallèle, nous avons l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé
qui arrive assez facilement à faire vaciller cet ensemble de protection de données personnelles et peut justifier des atteintes à la liberté avec, pour juste mesure offerte, le maintien de l'ordre public, donc une notion conceptuelle et molle. Lauriane Vigne, professionnelle juridique dans le secteur médical, nous a expliqué, quant à elle, et démontré, surtout, l'intérêt des outils numériques en période épidémique, avec l'exemple concret de la société Made in Plus, pour laquelle elle travaille en tant que directrice juridique et conformité. Nous avons pu avoir des explications sur les certifications HDS délivrées par l'ANSSI, mais également les limites que cela impose, notamment lorsqu'on se fie à un prestataire titulaire de ce sésame. Certes, des contrôles sont réalisés, mais il y a là de potentielles failles qu'il convient de contrôler et de maîtriser. Au cours de cette intervention, beaucoup plus pratique que les autres, mais ce qui faisait l'intérêt de cette intervention, justement, plusieurs problèmes ont été soulevés, comme le consentement du patient à certains actes, ce qui est régulièrement manquant dans les dossiers transmis par les hôpitaux à la plateforme de télémédecine pour laquelle elle travaille. Une nouvelle fois, nous avons pu avoir un exemple concret de mobilisation du numérique pour fluidifier et rendre conforme une situation auparavant problématique. Elle a également mis en exergue les tensions qui peuvent exister entre un cadre législatif jugé trop lourd et contraignant par les médecins et les solutions alternatives qui sont parfois trouvées par les professionnels de santé. Or, ces solutions doivent être prises avec des pincettes parce qu'elles reposent sur des sociétés privées. Elle a donc conclu sa présentation en rappelant la nécessité que les opérateurs privés apportent la preuve de la protection des données de santé parce qu'elles sont particulièrement sensibles. Excusez-moi, j'admets les gens au fur et à mesure. Enfin, Serge Chaumette nous a fait une présentation qui était beaucoup plus nuancée, en mettant en avant les utilisations technologiques les plus invasives pour la vie privée en situation épidémique, comme les solutions les plus prometteuses, pratiques et vertueuses. Il s'est particulièrement attaché à l'utilisation des drones, les questionnements sur le cadre législatif qui les régit et leur histoire. Étonnamment, les premiers drones, ou du moins objets volants que nous pourrions qualifier de drones par leur ressemblance, remontent aux années 1600. Plus la technique et la technologie se sont développées, plus les interrogations deviennent pointues sur l'utilisation de ces machines, avec des problèmes évidents entre technique d'un côté et éthique de l'autre. Quel périmètre faut-il ou peut-on filmer avec un drone intervenant sur un incident? Quand démarrer la caméra? Comment traiter les images? Comment traiter les données? Certaines questions ont été traitées avec des exemples et des explications pratiques. D'autres restent en suspens, faute de réponses législatives ou de possibilités techniques pour apporter une solution adéquate et opérante, en somme efficace, voire efficiente. Cette communication s'est achevée sur l'appel du pied qui est lancé par la CNIL pour que soit mise en place une doctrine dans l'utilisation de ces outils et données, au même titre qu'une doctrine étatique est établie pour le maintien de l'ordre ou de l'usage des armes nucléaires, par exemple. Donc, vous l'avez compris, cette journée était donc très riche, intense, variée. C'est ce même objectif que nous souhaitons atteindre aujourd'hui, sans trop vouloir vous mettre la pression non plus, bien entendu. Dans tous les cas, une nouvelle fois, la simple organisation matérielle, ou plus précisément organisation matérielle dématérialisée de cette journée est une petite victoire. Victoire quand même, parce qu'une nouvelle fois, l'OPI aura réussi à rassembler au sein d'un même panel un professeur en informatique, une chercheuse et un chercheur en droit public, avec une orientation vraisemblablement plus marquée vers le droit administratif cette fois, et peut-être un peu moins constitutionnel, contrairement au premier volet, à voir. Une doctoresse en médecine, qui travaille également dans une société de télémédecine, et peut-être un second professeur en informatique et sciences cognitives, dont nous attendons la connexion imminente, et surprise, nous verrons bien. Enfin, je terminerai par là, des excuses et une précision. Les excuses sont celles de Bernard Cherubini, qui ne peut pas se connecter dès maintenant, mais nous rejoindra en cours de session aux alentours de 16 h en principe. La précision, c'est que nous ne suivrons pas exactement le programme du fait d'impondérable de dernière minute pour certains intervenants. Aussi, Marie Drouillard aura l'honneur d'ouvrir notre session avec sa communication,
Puis, on verra si M. Diallo fera sa présentation ou si ce sera au tour de Baptiste Guillain. Nous verrons. Donc, vous l'aurez compris, cette demi-journée, elle est finalement pleine de surprises, que ce soit concernant l'ordre de passage des intervenants et intervenantes ou même sur la présence des panélistes. J'ai assez parlé, je vais donc clore ces propos introductifs avec un rappel qui peut sonner comme un ordre, mais je vous demanderai de bien vouloir essayer de respecter un temps de parole d'une vingtaine de minutes pour que nous puissions avoir un petit temps de parole et échanger à la suite de chaque intervention sans que nous cumulions trop de retard. Encore merci, très sincèrement, pour votre présence. Et sans plus attendre, je passe donc la parole à Marie Drouillard, doctorante en droit public à l'Institut Léon Duguy de la faculté de droit et sciences politiques de Bordeaux, qui va nous parler de la place du consentement dans l'utilisation des technologies numériques en santé durant la pandémie. Marie, la parole est à vous. Et juste avant que vous ne commenciez, je nous souhaite à toutes et à tous une excellente journée d'études et de bons échanges. Merci beaucoup.